C'est parfait. Je vous propose qu'on commence. Donc, merci aux nombreux inscrits de nous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire organisé avec Gaël Autant, voilà, organisé par Ocapiat autour des questions d'illettrisme et d'électronisme et plus particulièrement autour de l'outil EVA. Donc, on va passer 1 heure ensemble. Alors, les règles du jeu, on vous invite effectivement à couper votre micro et votre caméra. On va enregistrer le webinaire, donc on va pouvoir le mettre à disposition en replay d'ici quelques jours. C'est pour cela que voilà, c'est mieux si les caméras sont coupées, les micros également. Néanmoins, il y aura des temps de questions-réponses qui sont programmés lors de ce webinaire. Alors, vous pouvez poser les questions tout au long de la présentation. Par contre, on y répondra à des temps précis en fin de partie, voilà, pour ne pas couper le défilé de la présentation. Pour l'animation, nous avons le plaisir d'accueillir Gaël Autant. Gaël, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Gaëlle Autant, donc je suis chef de projet de EVA, qui est un outil de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et qui sert à détecter justement les situations d'illettrisme dans différents types de structures d'insertion et de formation. Merci. Et je co-anime avec Gaël ce webinaire. Donc, moi, je suis Odile Kiner. Je suis chef de projet à la direction du pilotage de l'offre de services pour Ocapiat. Et je m'occupe des partenariats illettrisme et handicap. Alors, au programme de ce webinaire, on va retrouver les notions et les chiffres clés autour de l'illettrisme en France. Ensuite, il sera plus précisément question de l'outil EVA. Et ensuite, on va pouvoir bénéficier d'un témoignage d'un CFA. Et comme je vous le disais, donc, le webinaire est enregistré, donc il sera disponible prochainement en replay. Via votre inscription avec le formulaire Forms, nous avons vos coordonnées. Donc, en primeur, on vous renverra le support de présentation et également le lien pour le replay. Alors, un mot d'introduction sur la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme à Ocapiat, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui tous ensemble. Alors déjà, Ocapiat, quelques mots de présentation. Qui sommes-nous? Nous sommes un opérateur de compétences, un OPCO, pour les branches professionnelles de la coopération agricole, de l'agriculture, de la production maritime et de la transformation alimentaire et des territoires. Donc, nous avons des missions principales qui sont de soutenir financièrement les projets de formation et de recrutement en alternance, de développer les compétences des actifs, et d'accompagner les branches professionnelles dans la définition de leur politique de formation et de certification. Ça représente 50 branches, 192 700 entreprises, à peu près 1,3 million de salariés. Et on est principalement un OPCO au service de très petites entreprises. Et nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire, comme vous le savez probablement. Alors, l'illettrisme et l'électronisme, c'est un sujet qui est important depuis maintenant pas mal d'années au sein d'Ocapiat. Nous avons, depuis 2020, nous sommes rapprochés de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est l'agence qui pilote l'ensemble des projets autour de la lutte contre l'illettrisme, et pas seulement que pour les secteurs de l'emploi ou de la formation. Et donc, nous avons, avec la NSLI, réalisé un premier partenariat depuis février 2021, que nous avons reconduit en février 2024, avec comme ambition de sécuriser les parcours professionnels des salariés des entreprises, des branches adhérentes à Ocapiat, de permettre à ces entreprises d'être informées sur les outils et les ressources afin d'identifier les solutions qui peuvent être mises en place et également d'anticiper tout ce qui relève des mutations sociales et des transformations numériques pouvant impacter les métiers des secteurs dont on s'occupe. Pour l'année 2025, notre conseil d'administration a décidé que la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme allait être une priorité nationale
Alors, la notion de priorité, elle a été instaurée depuis janvier 2023. Donc, depuis janvier 2023, chaque année, nous avons une priorité. Donc, il y a un enjeu qui est central, transverse à l'OPCO, qui va être décidé en conseil d'administration. Et pendant une année ou 2 années, parce que pour 2023 et 2024, c'était le handicap, on travaille en co-direction pour donner une impulsion renforcée autour de l'enjeu. Et donc, pour 2025, c'est l'illettrisme et l'électronisme. Alors, cette priorité, elle est portée au siège. Moi, je participe bien entendu à la réaliser, mais également par des correspondants régionaux qui sont désignés dans toutes les régions et qui vont au plus près de chez vous pouvoir vous accompagner sur ces sujets. Et ce webinaire du 30 janvier sur l'outil EVA, je dirais que c'est un temps fort pour nous de lancement en termes d'action. Il y a des choses qui se passent en termes de communication, il y a d'autres actions qui sont en préparation, mais c'est un premier temps fort important avec un bon volume de participants autour de ce sujet de l'illettrisme et de l'électronisme. Alors, comme on s'adresse à des CFA, c'est important peut-être de rappeler quelques chiffres autour de l'alternance. Les chiffres des entrées 2024, voilà, pour différents contrats. Donc, on a 55 557 stagiaires entrés en apprentissage sur l'année 2024. Je crois qu'on est en augmentation de 4% par rapport à l'année 2023. Et pour les contrats de professionnalisation, on note 5 367 stagiaires. Voilà, donc ça, ce sont les chiffres. Alors, si on était dans un webinaire sur le handicap, je vous sortirais également la part des travailleurs handicapés, puisqu'on a beaucoup travaillé là-dessus et on continue également. Et je sais que certains d'entre vous sont également référents au sein de leur CFA sur le handicap. Alors, simplement, ce lien, vous pourrez le retrouver dans le support pour pouvoir nous contacter. Si jamais vous n'avez pas de contact dédié, voilà, dans le support, vous trouverez le lien direct qui vous permettra de le faire. Ensuite, on vous a demandé de compléter un forms pour pouvoir vous inscrire et on vous a posé certaines questions concernant vos pratiques par rapport à tout ce qui est la détection de l'illettrisme et de l'électronisme. C'est important de vous faire un retour par rapport au temps que vous avez pris pour renseigner ces questions. Donc, voilà, un premier retour sur les questions qui relevaient du besoin d'évaluation. Donc, avez-vous déjà ressenti, vous, ce besoin? Vous êtes 66 à avoir répondu oui, non, pour 45 d'entre vous. Sinon, voilà, par rapport à ces difficultés, par rapport à l'origine de ce besoin, il y a des mots-clés qui reviennent, notamment, bien sûr, le mot difficulté. Voilà, donc ce sont des premiers éléments, mais vous êtes quand même une majorité à avoir bien identifié un besoin d'outillage concernant la détection des problèmes d'illettrisme et d'électronisme. Ensuite, parmi les répondants aux forms, on vous questionnait également sur les outils de positionnement. D'abord, savoir si vous en aviez. Et ensuite, pour ceux qui en ont, donc vous étiez 53 à répondre que oui, vous en aviez. Il était question de savoir lesquels vous utilisiez. Alors là, les réponses étaient extrêmement hétérogènes. On retrouvait l'outil EVA, mais également des tests, j'ai envie de dire, maison de positionnement à l'écrit, réalisés en interne. Et vous mentionnez également, il y a eu des mentions également sur d'autres outils comme Mille et une lettres, Voltaire, Rock. Voilà. Et néanmoins, ce qu'il est à noter, c'est que 58 répondants ont répondu qu'ils n'avaient pas d'outil de positionnement. Alors, je vais revenir. Là, Gaëlle, je pense que je vais vous laisser prendre la main, si ça vous convient. Absolument. Merci, Odile. Alors, hop, normalement, vous devriez voir mon diapo. C'est le cas. Ok, super. Alors, moi, je vais rapidement revenir sur le sujet de l'illettrisme. Alors, qu'est-ce que l'illettrisme? C'est les situations dans lesquelles des personnes qui auraient été scolarisées en France
ne maîtrisent toutefois pas suffisamment les compétences de base pour être autonomes dans leur vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment la définition de l'illettrisme qu'on confond parfois souvent avec deux autres notions qui sont le français langue étrangère et l'analphabétisation. Donc, le français langue étrangère, c'est une personne qui a été scolarisée, mais pas en langue française. Donc là, c'est une personne qui est en français langue étrangère. Et une personne qui n'a pas été scolarisée, c'est une personne qui est en situation d'analphabétisation. C'est des concepts qui sont importants de différencier parce qu'elles revêtent en fait des différences assez fortes sur la manière dont les gens perçoivent et vivent en fait leurs difficultés. Dans le cas d'une personne qui a été scolarisée en France, à qui on a appris en fait à lire, écrire et compter, elle va vraiment vivre l'illettrisme comme un tabou et un handicap qu'elle va vouloir cacher, ce qui est différent des personnes qui vont arriver sur le territoire et qui auront été scolarisées dans d'autres langues. Puisque ça coule un petit peu de source, hein, voilà, elles ont des difficultés avec la langue, ou des personnes qui n'ont pas été scolarisées, puisqu'on ne leur a jamais appris. Donc, c'est vraiment des concepts qui sont différents et qui ont leur importance pour comprendre vraiment aussi psychologiquement l'impact que ça a pour les personnes qui sont en situation d'illettrisme et la honte aussi qu'elles peuvent ressentir parfois. Quand on est en situation d'illettrisme, ça a des impacts énormes en fait dans son quotidien, que ce soit dans leur vie, dans la vie perso, dans la vie professionnelle. Quand on est en situation d'illettrisme, ça devient difficile de faire ses courses, de lire des étiquettes, de prendre un médicament, de retirer de l'argent au distributeur, de conduire en lisant les panneaux, d'accompagner ses enfants évidemment dans leur scolarité. Euh, mais aussi voilà, de pouvoir circuler, prendre le bus, etc. Donc, ça a vraiment des impacts très importants dans la vie de tous les jours que les personnes en situation d'illettrisme compensent bien souvent par d'autres compétences, hein, parce que du coup, pour pouvoir continuer leur vie, elles vont développer beaucoup d'autres compétences pour compenser euh, leurs leur difficultés dans les compétences de base. Mais en tout cas, ça a des impacts vraiment quotidiennement sur beaucoup des aspects de leur vie. L'illettrisme, c'est pas du tout une situation qui a disparu en France. Alors, on a aujourd'hui 10% de la population qui éprouve des difficultés avec le français. Pour autant, ces 10% ne sont pas en situation d'illettrisme. On considère qu'il y a à peu près 4% de personnes qui sont en situation d'illettrisme en France, soit quand même 1 400 000 personnes. Donc, on n'est pas du tout sur un phénomène complètement marginal. Quand on parle d'innumérisme, donc des personnes qui sont en difficulté avec les compétences mathématiques, là, on a un score, on va dire, qui augmente, puisqu'il y a plus de 12% de la population française qui éprouve des difficultés avec les compétences mathématiques et 9% qui sont considérés en situation d'innumérisme. Ça, c'est les résultats d'une enquête qui a été menée par l'INSEE en 2024. Donc, c'est vraiment une enquête récente. Si on prend un petit peu les difficultés qu'on peut constater avec les compétences de base dans les différentes branches, les différents secteurs, eh ben, on va remarquer que le secteur de l'agroalimentaire, de l'agriculture et la pêche vont se rapprocher plutôt des 10%. Voilà. Donc, et c'est des secteurs où on retrouve par rapport à d'autres secteurs assez peu de personnes qui seront en français langue étrangère, mais beaucoup plus de personnes proportionnellement qui sont en situation d'illettrisme. Donc voilà, vous êtes confrontés probablement à des personnes qui sont dans cette situation, des jeunes qui sont en situation d'illettrisme, probablement dans vos effectifs. Alors, si on regarde, donc là, on était voilà, sur les secteurs. Là, si on regarde un petit peu au niveau du territoire, on se rend compte qu'il y a des différences assez significatives en fonction des territoires. Donc, plus on est bleu foncé, moins il y a de difficultés à les compétences de base. Plus on est dans l'orange foncé, plus il y a des difficultés. Donc, on va retrouver des difficultés plus prégnantes dans certaines régions, notamment dans les Outre-mer aussi. Ce qui explique, vous allez le voir après, des disparités aussi d'usage dans l'utilisation des outils de l'agence et particulièrement EVA. Alors, un petit topo sur les chiffres d'EVA.
EVA, en 2024, il y a eu 64 000 passations réalisées, dont 13 000 qui ont été diagnostiquées en illettrisme potentiel. Sur les structures de l'apprentissage, c'est 19% environ de ces passations qui ont été réalisées par des structures d'apprentissage, donc des CFA et tout autre type d'accompagnement. Si on regarde la répartition par région, donc on pourra faire le parallèle peut-être aussi avec la carte de France qu'on a vue précédemment. On a un très très gros usage dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, en Occitanie, et on a quand même, si on rapporte vraiment proportionnellement à la population, des usages qui sont vraiment importants aussi dans les Outre-mer. En ce qui concerne l'usage d'EVA par les CFA, on a aujourd'hui à peu près 145 structures qui sont enregistrées dans EVA, ce qui représente environ un peu plus de 400 professionnels, et dont environ, alors voilà, ça reste approximatif parce que c'est pas un comptage automatique, mais 45 CFA qui sont du secteur agricole. Ce qu'on constate avec l'utilisation d'EVA dans les CFA, c'est qu'on va avoir une forte saisonnalité, entre guillemets, hein, mais avec forcément un usage beaucoup plus important au moment de la rentrée, donc au mois de septembre. Alors, avant de rentrer dans la présentation d'EVA en tant que telle, est-ce qu'il y a des questions, Odile? J'ai pas l'impression. Alors, dans le fil de conversation, en tout cas, il n'y a pas de questions, mais par contre, D'accord. Oui. si Est-ce que vous en vous avez, avez c'est des le moment. questions par rapport on va dire, à cette introduction sur l'illettrisme? Main levée, pas de questions. Allez, Je et pense ben on qu'on va continue enchaîner. alors. Et puis, Ouais, ouais, bien sûr. si elles vous viennent plus tard, on aura Oui, le voilà, temps d'y revenir. n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le fil, voilà, et on prendra le temps de répondre à vos questions. Alors, EVA, donc c'est un outil qui a été développé initialement dans le cadre du plan d'investissement en compétences et qui a intégré l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme maintenant il y a 4 ans. C'est un service gratuit qui est proposé par l'agence et qui continue, on va dire, sans cesse d'être en amélioration continue. Ce n'est pas un outil figé, c'est un outil qui évolue en fonction des nouveaux types d'utilisateurs, des retours qu'on a. Et des objectifs aussi de l'agence. Donc, c'est un outil vraiment en amélioration continue. Donc, le EVA d'aujourd'hui sera probablement différent du EVA qu'il y aura dans 2, 3 ou 4 mois. Voilà, l'idée, c'est vraiment de poursuivre cette amélioration continue tout au long de la vie de ce produit. C'est un outil qui a été pensé pour être mis en œuvre facilement, particulièrement auprès du public qui peut être en difficulté avec les compétences de base. Donc, on n'a pas de nécessité aujourd'hui pour les utilisateurs, donc en l'occurrence, dans votre cas pour les jeunes, de créer un compte avec un login, un mot de passe pour faire un test EVA. Ça, c'est important parce que les personnes qui sont potentiellement en situation d'illettrisme, c'est un cauchemar en fait de créer un compte avec un mail, un mot de passe fort, etc. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de faciliter au maximum les passations et la mise en œuvre d'EVA. EVA repose sur une méthode d'évaluation ludique, ce qu'on appelle les serious games, qui permet de casser un petit peu une représentation, on va dire, très scolaire de l'évaluation du français et des maths, qui aide aussi parfois à rentrer un peu plus facilement dans l'évaluation pour les personnes qui sont en difficulté avec les savoirs de base. Et vraiment, EVA a été créé pour permettre de remobiliser les personnes et donc se base vraiment sur un bilan bienveillant qui va permettre non pas de dramatiser en fait des situations de difficulté, mais vraiment de s'en servir un peu comme d'un tremplin pour remobiliser, motiver la personne sur son futur. Alors, les petits warnings, c'est que EVA, c'est un outil qui a été pensé et qui est déployé pour venir accompagner les personnes qui sont en difficulté avec les savoirs de base et donc qui sont potentiellement en situation d'illettrisme. C'est pas un outil qui est là pour les stigmatiser encore plus ou les mettre encore plus à l'écart du monde professionnel. Donc, vraiment, EVA ne peut pas être utilisé pour recruter les meilleurs profils ou éviter de recruter des personnes en situation d'illettrisme ou faire du profilage professionnel.
Voilà, donc ça, c'est le petit warning, ce qui est généralement pas le cas des CFA. Mais voilà, Eva, c'est un outil numérique. Donc, de fait, c'est un outil qui ne va pas être forcément très adapté à des personnes qui ne savent pas du tout utiliser la souris et le clavier ou une tablette. Alors, ce n'est pas du tout un outil qui va nécessiter d'avoir des compétences fortes dans le domaine numérique, mais il va falloir au moins savoir faire les manipulations de base avec l'outil informatique, donc clic-souris, glisser-déposer, saisie clavier, ce genre de choses. Pour les personnes qui ne sauraient pas du tout utiliser l'ordinateur, mais qui sont un peu plus à l'aise avec le tactile, Eva peut être passée sur tablette. Pas sur téléphone, mais sur tablette, c'est possible. Donc voilà, c'est un outil numérique, donc forcément, on va dire, il y a un prérequis minimum. Aussi, Eva n'est pas adaptée pour les personnes qui ne maîtrisent pas du tout le français. Donc, par exemple, dans le cas des personnes français langue étrangère, pour des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire, qui ne sont pas du tout en capacité d'avoir un échange, Eva ne va pas être pertinent parce qu'il y a des consignes, les consignes sont données en français, et donc les personnes qui ne sauraient pas du tout maîtriser le français, elles vont avoir du mal à comprendre ne serait-ce que les consignes, même si c'est des consignes orales. Voilà. Alors, comment ça se passe du côté de l'évaluation? Alors, Eva, c'est un outil qui est accompagné. Ce n'est pas un outil que les personnes passent seules chez elles. C'est un outil qui est forcément accompagné d'un professionnel. Mais voilà, souvent, majoritairement pour des passations en présentiel, qu'elles soient en individuel ou en collectif. La plupart du temps, dans le cas des CFA, on voit vraiment des passations en collectif sur, donc je le disais, des ordinateurs ou des tablettes. Un prérequis, c'est qu'il y ait des sorties son indispensables sur les moyens, on va dire, informatiques, parce qu'il y a des présences de consignes qui sont faites. Orales, audio. Donc, c'est important que voilà, les personnes puissent entendre individuellement, donc aussi avec un casque, des écouteurs, les consignes. Eva doit être passée en une seule fois, donc en une seule traite, parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de compte créé par bénéficiaire lorsqu'ils vont faire le parcours. C'est vraiment une session qui est enregistrée, donc ça nécessite que Eva soit passée en une seule fois. Et les restitutions d'Eva, elles sont vraiment très fortement recommandées, surtout sur les personnes qui vont rencontrer des difficultés avec les compétences de base. Ces restitutions, elles peuvent être faites soit immédiatement après les passations, soit a posteriori, en reprenant un rendez-vous avec les personnes. L'outil, en fait, il faut imaginer que Eva, on l'a un peu créé comme étant un peu une boîte à outils, voilà, avec plein de tiroirs, et on va pouvoir ouvrir les tiroirs qui nous intéressent en fonction du public, des situations, etc., auxquelles on est confronté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux types de parcours. Il y a le parcours prépositionnement, qui est un parcours diagnostique, qui va permettre d'évaluer, on va dire, assez rapidement, mais pas de manière très profonde, les compétences de la personne. Et un parcours positionnement qui, lui, va être plus long et qui va permettre de positionner plus précisément, plus en profondeur les compétences. Voilà, donc sur ces deux parcours, on va retrouver donc sur le prépositionnement un parcours compétences de base seul qui va durer en moyenne 25 minutes, un parcours compétences transversales qui va durer à lui seul 30 minutes et qui combiné, donc les deux, va faire un parcours de, on va dire, à peu près 1 heure. Aujourd'hui, sur le prépositionnement, on va dire 80% des utilisateurs d'EVA vont utiliser le parcours complet parce que justement, c'est ce que je vous disais un petit peu avant, la force d'Eva, c'est de pouvoir repérer des situations d'illettrisme sans forcément tomber dans une sorte de fatalisme des personnes ou de démobilisation. Donc l'idée d'associer les compétences transversales et les compétences de base, c'est vraiment dans cette idée de pouvoir valoriser la personne au travers de ses compétences transversales, même lorsque voilà, son niveau en compétences de base est relativement faible. Donc ça, voilà, c'est pour le parcours prépositionnement. Et sur le parcours positionnement, on va retrouver des compétences langagières qui durent 30 minutes. Et dans, on va dire, à peu près un mois, on aura aussi le parcours numératie qui durera aussi 30 minutes. Alors, comment ça se passe pour les bénéficiaires? Donc,
voilà, c'est un outil numérique, donc ils vont se connecter au parcours via une URL. Donc voilà, eva.beta.gouv.fr/jeu. Et ensuite, ils vont commencer à faire des petits modules, donc des mini-jeux, on va dire, avec à chaque fois la présence de consignes écrites et audio. Donc là, je ne vais pas passer sur chacun des jeux individuellement, mais voilà, on va faire un petit tour quand même. Donc on a un petit module qui s'appelle Prise en main, qui lui, si vous choisissez de le mettre voilà, dans vos parcours, c'est un module qui va vous permettre de vérifier que la personne saura faire les manipulations de base avec l'outil informatique qui permettront quand même de vérifier que bah, ces tests ne seront pas faussé, on va dire, par sa mauvaise utilisation de l'outil informatique. Donc là, on va demander à la personne de faire des glisser-déposer, des clics-souris, des saisies de texte au clavier, ce genre de choses. Ensuite, il y a un petit module aussi qui s'appelle Bienvenue, qui là, lui, est proposé quand on va faire le parcours avec des compétences transversales, avec les petits modules des compétences transversales. Et là, on va proposer à la personne de s'auto-évaluer sur les compétences transversales qui sont ensuite évaluées par l'outil. Ça, vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir, on va dire, casser un peu une logique très descendante de l'évaluation et de permettre à la personne d'être un peu partie prenante de son évaluation, de se questionner. Et ce module d'auto-positionnement, il sert aussi pas mal quand on est en restitution bah, pour amorcer un petit peu les résultats et rentrer directement dans un échange sur la personne, la vision qu'elle a de ses compétences, l'estime qu'elle va avoir d'elle-même, etc. C'est un peu un icebreaker, quoi, le module auto-positionnement. Après, on va avoir des exercices, comme par exemple des exercices de tri, où on va devoir trier les bonbons selon leur forme et leur couleur dans différents casiers, sur un temps voilà, qui est chronométré. On va avoir des exercices de type inventaire, donc là où on va devoir saisir en fait un inventaire avec des boîtes qui vont contenir à la fois du volume, à la fois des unités. Donc là où on va avoir de l'organisation à mettre en place, faire des références au visuel, des références voilà, au nom des contenants. Donc là, on était, voilà, c'était un aperçu, mais voilà, sur quelques exercices qui permettent d'évaluer les compétences transversales. Et là, on a donc sur le prépositionnement trois petits exercices qui permettent d'évaluer les compétences de base. Le premier, c'est le petit exercice qui s'appelle maintenance, où là, on va devoir apprendre à un robot à parler français. Donc, c'est un robot d'accueil dans un parc d'attractions. Et donc, on va devoir classer les mots selon qu'ils sont français ou pas, à l'aide des touches de son clavier. On a un petit exercice qui s'appelle livraison, où là, on reproduit une chaîne une tournée de livraison avec plein de petits, on va dire, problèmes qui se posent à nous sur notre tournée. Donc, par exemple, des mots effacés, des énigmes, des énigmes à résoudre pour trouver le code d'ouverture d'une porte, ce genre de choses. Et à la fin de ce petit exercice livraison, on va retrouver un module optionnel. Donc, ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le parcours. Mais ça peut être intéressant si vous avez jusqu'ici pas récolté d'écrit de la personne que vous évaluez. Donc ça, c'est un petit module qui permet en fait de demander à la personne de rédiger à propos d'une situation qu'elle observe. Voilà. Et enfin, le dernier petit module sur le prépositionnement, c'est objet trouvé. C'est là une situation où on va devoir, pour retrouver sa collègue, regarder dans son téléphone et faire des associations entre des photos, du texte, des photos, du son, voilà, des messages, un agenda, enfin voilà, toutes sortes de, on va dire, d'associations qu'on peut retrouver dans la vie courante qui vont mobiliser des compétences langagières et des compétences mathématiques. Donc là, c'était tous les petits modules sur la partie prépositionnement. Ensuite, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, un module aussi positionnement où là, on est dans un test, on va dire, un peu plus long et un peu plus exercice aussi, qui est pour la partie littératie, un module qui s'appelle Café de la place. Donc là, Café de la place, on va se rapprocher aussi
des tests classiques usuels qu'on connaît avec la lecture d'un programme télé, ce genre de choses pour la partie littératie. Et d'ici, je pense, la fin du mois de février, on aura aussi donc sorti le module littératie qui sera place du marché et qui permettra là d'évaluer donc plus en profondeur les compétences en numératie, donc mathématiques. À la fin du parcours, le bénéficiaire, donc la personne qui aura passé EVA, si elle a eu dans son parcours les compétences transversales, va avoir à la fin ce qu'on appelle, nous, son potentiel qui va lui être restitué en direct. L'idée de se baser sur un serious game, c'est que quand on fait un jeu, on n'attend pas 2 semaines avant d'avoir les résultats. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une première restitution partielle de ces résultats qui ne va appuyer que sur des choses positives. Donc là, on va juste restituer à la personne les 2 compétences les plus fortes, donc les 2 compétences transversales les plus fortes qu'elle a le plus mobilisées pendant sa passation EVA. Donc, on va vraiment rester sur les compétences transversales. Donc, si vous faites un parcours où il n'y a que les compétences de base, la personne n'aura pas ce dernier écran résultat. Mais voilà, l'idée, c'est que la personne, si elle est seule face à son ordinateur, elle puisse déjà avoir un résultat, mais qui la valorise et qu'elle va pouvoir regarder plus en détail. Donc, par exemple, là, cette personne, les 2 compétences transversales qu'elle a le plus mobilisées, c'est vitesse d'exécution et comparaison et tri. Et elle va pouvoir aller explorer, si elle le souhaite, ce que veut dire en fait chacune de ces compétences et comment elles s'appliquent dans le monde professionnel. Donc, en cliquant sur en savoir plus, elle va avoir une petite définition de la compétence et des métiers associés qui sont donnés par secteur d'activité. Donc, dans les différents secteurs d'activité, donc commerce, vente, hôtellerie, santé, agriculture et pêche, voilà. Et sur chacun de ces secteurs d'activité, on va retrouver en haut de la liste les métiers qui sont en tension. Et donc, si on clique sur ces métiers donc, qui sont en gras et en souligné, ça va renvoyer aux fiches ROM de France Travail. Donc ça, c'est une restitution partielle à laquelle le bénéficiaire va pouvoir accéder à l'issue de sa passation. Mais ce n'est pas la restitution finale, quoi. Il y a une autre restitution à laquelle vous avez accès en tant que professionnel et à laquelle vous allez pouvoir accéder en vous connectant à l'interface pro de EVA, qui est elle aussi accessible depuis une URL. Et donc, cette restitution à laquelle vous allez pouvoir accéder en tant que professionnel, elle est, on va dire, répartie en 3 parties. La première, c'est les compétences transversales. Si dans votre parcours, vous avez choisi de mettre les compétences transversales. Et là, les compétences transversales, elles seront classées de celle qui a été la plus mobilisée à celle qui a été la moins mobilisée. Donc, il y a 2 niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est de la plus forte à la moins forte. Et ensuite, on va avoir là des jauges aussi qui vont être plus ou moins remplies et qui permettront de savoir, de positionner la personne sur chacune de ses compétences. Donc, dans le cas de niveau de vigilance et de contrôle, la personne, elle a utilisé, on va dire, 100% de cette compétence dans son parcours. Pour autant, attention et concentration, qui est la dernière, on ne peut pas non plus dire que cette personne, elle est complètement défaillante dans cette compétence, puisque la jauge est quand même remplie à 50%. Mais ça fait partie des compétences qu'elle a le moins utilisées dans son parcours. Donc là, c'est pareil. Sur chacune de ces compétences, on va retrouver une petite définition avec le lien qui va renvoyer vers la définition un peu plus détaillée de la compétence et les métiers associés. Sur l'ensemble de nos restitutions, même si c'est vous en tant que professionnel qui accédez à cette restitution, en fait, on a rédigé la totalité des restitutions de telle sorte à ce que vous puissiez, si jamais c'est pertinent, partager la restitution avec les personnes, partager votre écran, imprimer le document, leur envoyer la restitution. Et donc, le vocabulaire qu'on utilise, on a fait vraiment attention à être sur un vocabulaire positif et on s'adresse à la personne aussi. Vous parvenez très bien à faire ceci, vous avez des progrès à faire dans cela. Voilà, donc c'est vraiment, même si c'est vous, professionnel, qui allez récupérer cette restitution, elle est pensée de telle sorte à ce que vous puissiez complètement la partager avec la personne. Donc là, on était sur la première partie, compétences transversales.
Maintenant, si on revient sur la partie des compétences de base, dans le cas du parcours de prépositionnement, donc c'est le parcours, on va dire, qui permet d'évaluer le premier niveau français-mathématiques en 30 minutes, on va avoir ici plusieurs niveaux de lecture de cette restitution. La première, ça va être le premier bloc de couleurs, là qu'on voit ici en tête. Ce premier bloc de couleurs, il en existe trois sortes. Le premier, c'est le bloc orange, où là, on dit à la personne qu'une formation est vivement recommandée. Là, on est dans des situations où la personne est potentiellement en situation d'illettrisme. Donc ça, c'est voilà, le bloc, on va dire, où la situation est la plus critique. Ensuite, on a la couleur bleue, où là, on est sur des personnes qui peuvent avoir des difficultés avec les compétences de base, mais qui ne sont pas pour autant, a priori, en situation d'illettrisme. Et ensuite, on a le niveau vert, qui là, c'est les personnes qui n'ont pas rencontré de difficultés en fait avec les compétences de base. Et là, où une certification CLEA pourrait être pertinente euh, si jamais ça a du sens pour elle dans son parcours. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle aura forcément CLEA, ça ne veut pas dire que CLEA est pertinent. Voilà, c'est juste qu'elle a un niveau qui pourrait être suffisant pour prétendre à cette certification. Et ensuite, donc à l'issue de... Hop, je vais revenir là-dessus parce que... Donc ça, c'est le premier bloc. Donc ça, c'est, voilà, on va dire la synthèse. Et ensuite, on va avoir le détail pour le français et les mathématiques avec un niveau pour chacun d'eux, pour le français et pour les mathématiques. Et dans le cas du français, on va dire des précisions sur les sous-compétences, donc connaissance et compréhension du français, grammaire et orthographe et utilisation des informations à disposition. Voilà, donc là, on va avoir un peu plus de détails sur, en particulier sur le français, quelles sont les difficultés qui ont été les plus soulevées par le test de prépositionnement. En plus de cette restitution, on va avoir, si vous avez choisi le petit exercice là, de rédaction écrite, on va avoir ici le texte brut qui va être restitué. Vraiment, donc là, le texte qui est en bleu, c'est la manière dont la personne a répondu enfin, a écrit, a rédigé en fait par rapport à la situation. Voilà. Là, on est dans le cas d'une restitution pour un positionnement lettrisme quand on a choisi le test de positionnement long. Mais dans le cas des CFA, a priori, on n'est pas vraiment forcément sur le test positionnement qui prendrait 1 heure. Voilà, justement pour le français et les mathématiques, parfois vous avez des outils après derrière qui vous permettent de rentrer un peu plus en profondeur dans les savoirs de base, dans l'évaluation des savoirs de base. Donc, ce n'est pas forcément pertinent, mais en tout cas, voilà, sachez que ça existe avec là 6 profils qui sont attribués, qui sont les profils en fait de l'agence par rapport voilà, au savoir de base et aux situations d'illettrisme. Alors, c'est une information que je vous donne, je ne sais pas si elle sera utile, mais en tout cas, elle peut l'être. On a développé, dans le cadre de notre partenariat avec le service militaire adapté, donc dans les Outre-mer, un module hors ligne qui permet de faire passer EVA dans des zones blanches sans Internet. Donc, dans certains cas, ça peut être pertinent aussi sur les territoires. Donc, c'est pas le mode hors ligne, hein, c'est pas un mode qui va se substituer au mode classique s'il y a une coupure d'Internet. Hein. C'est un mode hors ligne qu'on choisit en avance, qu'on va charger sur l'ordinateur. On va charger sur l'ordinateur et qu'on va pouvoir, voilà, pour mobiliser le parcours. Et ensuite, quand on revient se connecter au réseau, on va récupérer les résultats directement en se reconnectant au réseau Internet. Voilà. Mais c'est un mode qui existe, donc si jamais vous êtes confronté en fait à des situations dans lesquelles vous pouvez être sans accès du tout à Internet, alors ce mode existe. Voilà. Voilà, alors peut-être avant de passer au témoignage, hop, je vais revenir ici. Et Oui, Gaëlle, si vous avez... Oui, on a des questions, effectivement. Je pense que je vais ah, devancer. voilà, c'est ça, Mm. j'allais demander s'il y avait des questions. Ah voilà, doit-on utiliser les deux types de diagnostics, le prépositionnement et le positionnement pour un même bénéficiaire? Alors là, c'est vraiment à vous de voir. En général, enfin, le prépositionnement va plutôt être utilisé
pour faire, on va dire, pour avoir une première vision des jeunes qui vont être enfin les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, qui vont être les plus en difficulté avec les savoirs de base. C'est vraiment en fait un premier repérage. En fait, on va sortir on va avoir une vision, on va sortir un peu d'un groupe, on va pouvoir repérer ceux qui sont les plus en difficulté. Après, derrière, vous pouvez effectivement, pour ceux qui vont avoir des difficultés plus avérées, leur faire passer le test de positionnement pour aller plus loin. Mais si vous avez aussi après des outils internes, vous pouvez aussi leur faire passer des outils internes. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais en général, c'est vrai qu'il faut penser, enfin nous, le parcours pré-positionnement, positionnement, c'est un petit peu comme un entonnoir, hein. On va avoir en haut de l'entonnoir, l'idée c'est de faire passer le pré-positionnement à un maximum de personnes pour révéler des situations de difficulté et ensuite de redescendre un petit peu avec, dans la précision avec les personnes qui ont été repérées en difficulté, avec soit le test de positionnement, soit d'autres tests si vous avez déjà l'habitude d'en utiliser d'autres. J'espère que Léo, j'ai répondu à votre question. Gaëlle, Est-ce qu'il y en avait d'autres? j'ai Ouais. retrouvé la première question qui nous était posée. Combien de temps dure un test complet? Je pense que vous y avez répondu, mais Oui, alors, c'est 1 heure. Voilà, compétences transversales et compétences de base, c'est 1 heure. Juste le prépositionnement sur les compétences de base, sans les compétences transversales, c'est 30 minutes. et ensuite, nous avons une autre question. Eva peut-il m'aider à diagnostiquer l'illettrisme face à un apprenant en situation de handicap, déficience intellectuelle sortie IME? Je suis référente handicap. Alors là, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Je ne sais pas trop quel est le niveau de déficience. C'est probablement, alors peut-être de manière très accompagnée, je ne sais pas. Je ne voudrais pas vous répondre de bêtises. C'est peut-être pas l'idéal, mais en même temps, enfin, Eva n'est pas forcément pensée pour tous les types de situations de handicap comme celle-là. Après, si vous n'avez pas d'autres outils, vous pouvez quand même peut-être l'utiliser en assistant la personne dans son test. Voilà, je ne sais pas trop. Je n'ai pas de réponse parfaite à vous faire par rapport à ça. C'est toujours un peu délicat. Il faut que la personne elle soit en capacité de comprendre voilà, correctement les consignes, etc. Gaëlle, on a eu deux autres questions. Bonjour, s'il n'y a pas de compte, comment fait-on pour avoir accès aux résultats des apprentis? Ah oui, alors, j'ai peut-être pas été claire. Il n'y a pas de compte du côté des apprentis donc pour passer l'évaluation EVA. Par contre, de votre côté à vous, professionnel, il y a bien un compte à créer. Donc, il faut que vous enregistriez votre structure et que vous créiez un compte pour votre structure et pour vous-même. Et ensuite, vous allez créer donc le parcours, hein, donc ce que nous on appelle après une campagne. Et c'est à partir du code de campagne que vous allez récupérer et que les bénéficiaires vont rentrer pour faire leur passation que vous allez pouvoir récupérer les résultats. Donc vous, en tant que professionnel, hein, pardon si je n'ai pas été claire, mais vous avez bien un compte professionnel à créer. Mais qui peut être fait, voilà, enfin, vous pouvez le créer demain et commencer à le mobiliser après-demain, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas non plus complexe, mais oui, c'est quand même un petit peu plus complexe que pour les bénéficiaires. Je pense que c'est clair. Et on a une dernière question. Eva est-il reconnu comme test de positionnement valable, entre guillemets, avec une entrée en formation socle de connaissances et compétences professionnelles? Alors, je ne suis pas sûre de savoir comment répondre à votre question. Alors, voilà, Eva, le prépositionnement va être moins fiable et précis et profond que le positionnement, puisque sur le prépositionnement, en 30 minutes, on va traiter le français et les mathématiques. Donc, vraiment, l'objectif du prépositionnement, c'est d'avoir une vision, on va dire, globale, hein, une photographie des compétences de la personne mais ça ne va pas forcément. Si derrière vous avez une formation sur les compétences de base, euh, voilà, en entrée de parcours de compétences de base, vous allez peut-être avoir besoin d'avoir un positionnement plus profond avec le parcours positionnement. Donc là, qui s'inspire hein, vraiment des tests de positionnement voilà, historiques
notamment de l'INSEE. Et voilà, alors je ne sais pas. Donc oui, après, c'est vraiment un test qui a été développé par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et qui est déployé aujourd'hui dans beaucoup de structures d'insertion. Et le test de positionnement est aussi passé de plus en plus aujourd'hui par les organismes de formation des compétences de base. Voilà. Dans les différentes régions qui vont avoir des noms différents. D'accord. Ah, on a Cléa. en ligne. Et il y avait Alors, une le autre position. question. Il y avait une autre Ouais, question pardon. avant. Je AVS en suis MFR, AVS en ouais. MFR. Oui, exactement. Alors, 14, 14, c'est un peu compliqué parce qu'on est quand même toujours un peu plutôt dans le cadre de l'éducation nationale en général. Enfin, on a pas mal de. Nous, sur le 16-18, on a quand même pas mal fiabilisé les résultats d'EVA, parce qu'on a pas mal passé sur le 16-18. 14, je ne saurais pas dire. Après, vous ne devriez pas être complètement en décalage non plus. Enfin, voilà. Est-ce que c'est toujours un peu compliqué de répondre à ces questions, c'est quand même pour le handicap. Si vous avez des alternatives qui sont plus fiables sur des publics vraiment spécifiques, je vous préconise plutôt d'utiliser vos alternatives. Mais si vous n'avez rien aujourd'hui pour ces publics, Eva vous donnera déjà toujours plus d'indications que ce que vous en avez aujourd'hui, quoi. Voilà. En tout cas, à partir de 16, 18, voilà, c'est des choses qu'on voit souvent et qui a été fiabilisé à partir de 16 ans. 14, du coup, je préfère rester prudente. Et enfin, pour la dernière question sur Cléa. Qui est en Alors, lien, Gaëlle, elle est en lien avec la question de la avant. valeur, on va dire. Ouais. Alors, la partie positionnement aujourd'hui de la littératie, elle n'est pas mise en parallèle avec le client. Par contre, sur la partie numératie qu'on va sortir, donc je vous disais d'ici la fin du mois de février, là, on va se rapprocher du CLEA. Mais par contre, on ne va pas couvrir tous les domaines du CLEA. Donc, sur la littératie, jusqu'à là, on essaiera de retravailler la littératie pour qu'on puisse se rapprocher aussi des domaines du CLEA. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et sur la numératie, on a vraiment fait ce travail pour faire la correspondance la plus fluide possible avec les domaines du CLEA. Mais voilà, on ne couvre pas du tout tout. On ne peut pas dire qu'on va avoir voilà, le référentiel CLEA. Voilà. Par contre, Certif Pro, hein, qui délivre le CLEA, est un des membres du GIP de la NLCI et on travaille quand même avec eux sur l'outil, mais voilà, avec CLEA, on va plus loin que seulement ce qu'on va couvrir nous avec nos tests, quoi. Donc, on essaye d'apporter, là, on commence à essayer d'apporter plus comment dire, d'associations entre CLEA et nos tests, mais voilà, pour l'instant, ça reste voilà, on peut pas dire qu'on a couvert les domaines de Cléa aujourd'hui avec notre test de positionnement. Le prépositionnement, pas du tout, hein, on n'est pas du tout là-dessus. Et le positionnement, voilà, avec la numération, on va s'en rapprocher, mais aujourd'hui, avec la littératie, c'est pas le cas. Alors là, c'est plus un témoignage, je pense. Ouais, d'accord. Oui, c'est comment donc au CFA de Courcelles, voilà, c'est les cahiers Ouais. canopés. Ok, donc ensuite vous devez saisir voilà les résultats. Voilà, c'est une des. Bon, je pense qu'on en discutera peut-être avec Hélène juste après. Mais voilà, c'est une des valeurs hein, d'EVA, c'est qu'on va avoir des résultats qui sont automatiquement restitués. Donc ça évite en fait du temps on va dire, de correction et d'association à des référentiels pour les professionnels. Voilà, on a ce travail-là qui est fait de manière automatique. On est arrivé à la fin des questions, en tout cas pour le moment. Il est 14h22, donc Voilà, du coup, il y a Hélène, j'ai vu qu'il s'était connectée. Bonjour, bonjour Hélène. Donc, Hélène, du coup, Baron, qui travaille au CFA de Tour-Fondette, qui a la gentillesse de venir aujourd'hui pour témoigner de l'utilisation qu'ils font d'EVA au sein du CFA.
Donc, si vous avez, donc moi, je vais poser quelques questions à Hélène un peu sur son utilisation, etc. Si vous avez aussi des questions après à poser à Hélène, voilà, vous pouvez les noter également dans le chat. Hélène, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi votre CFA, qu'on puisse un petit peu situer ce que vous faites? Moi, je travaille au CFA de Tours-Fondette. Donc, on propose différentes formations autour de l'agriculture. Donc, on a 3 filières sur le site de Fondette: agricole, hippique et paysage espace vert. On a aussi un site sur Chinon qui propose dans les métiers de l'agriculture des CAP et également des formations adultes. Nous avons aussi des formations adultes sur Fondette, une dizaine. Et donc, les tests EVA, en fait, on les fait passer à nos entrants, en fait, à tous nos jeunes apprentis les premières années. Donc, première année de CAP, donc jardinier paysagiste, palefrenier soigneur, horticulture, on a la filière maréchal ferrant, on a 3 bacs pro également. Donc, on les fait passer aux secondes. Donc, aménagement paysager, conduite et gestion de l'entreprise hippique et de l'entreprise agricole. Voilà, grosso modo. C'est l'ensemble de nos D'accord. formations. Et du coup, vous, votre poste, votre rôle au sein du CFA? Alors, sur le site de Chinon, je suis formatrice. Sur le site de Fondette, j'ai des missions spécifiques d'accompagnement. Donc, je fais partie d'un pôle d'appui spécifique qui a été mis en place en fait à la rentrée en septembre. Là. Donc, dans nos missions, on accompagne donc individuellement les jeunes pour de la remise à niveau, pour un appui pédagogique particulier. On est aussi, on travaille avec la référente handicap. Donc, on est sur les aménagements d'épreuves. Et comment dire donc voilà, enfin du coup, on fait un accompagnement particulier, plutôt individuel. Et oui, et on apporte aussi un appui à nos collègues formateurs pour rendre un petit peu accessible leurs cours en fait ou les évaluations. L'objectif étant d'amener tout le monde à un diplôme, quoi. D'accord, Voilà. super. Et c'est du coup au niveau de ce pôle que vous mobilisez Eva, du coup, c'est vous le pôle, enfin, entre guillemets, qui faites passer Eva ou c'est sur les rentrées? Oui, alors sur la rentrée, sur la semaine de la rentrée, il y a différents temps forts et du coup, le temps de passation du test EVA en fait partie. On avait mis en place ça l'an dernier déjà et donc cette année, on a vraiment systématisé à tous les entrants. Et on a fait passer le test de positionnement complet. D'accord. Donc le but, en fait, c'est de pointer rapidement les difficultés, de faire remonter au cohort d'eau et ensuite de pouvoir mettre en place des actions d'accompagnement, de remise à niveau pour ces jeunes qui ont été pointés par Eva. D'accord. Et du coup, après, donc, quand les jeunes ou les adultes d'ailleurs ont été repérés avec des difficultés sur les compétences de base, vous mettez, on va dire, en place au sein du pôle, peut-être aussi avec des partenaires extérieurs, je ne sais pas, mais un accompagnement, on va dire, individualisé pour ces personnes qui sont en difficulté. Oui. Alors du coup, ça peut passer par de l'accompagnement spécifique en cours. Donc là, on peut faire appel à des associations en fait avec des bénévoles. Voilà. Puis nous, on est 4 en fait sur notre pôle à travailler sur ces missions-là. Donc on peut les sortir de cours. Voilà, avec les formateurs, en fait, on essaie de planifier en fait nos actions, surtout sur les matières générales, mais ça peut être aussi sur des matières techniques. Pour les accompagner au mieux sur de la remise à niveau en français, en maths, particulièrement. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, Eva, ça vous permet, donc vous disiez de pointer, c'est-à-dire de repérer justement ceux qui sont les plus en difficulté avec les savoirs et du coup, après, de pouvoir personnaliser leur accompagnement, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Alors ça a quand même un côté pratique en fait, parce que la restitution est immédiate.
Et le logiciel, enfin le site en fait pointe de manière colorée. Vous avez présenté les couleurs tout à l'heure. Du coup, c'est assez pratique. Ouais. Oui, ça fait gagner du temps, du coup. Et est-ce que vous avez, au niveau des jeunes, parce que je crois que c'était une question qui était posée là dans le questionnaire en entrée, c'est comment le test est perçu par les jeunes? Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? Alors ça, c'est une très bonne question. Comment le test est perçu par les jeunes? Bon, en tout cas, moi, Euh, je peux vous dire, enfin, par les jeunes, et je crois oui, que ça va peut-être aussi en partie répondre à une question qui est posée. Euh, alors, Eva, le fait qu'il soit sous forme de jeu, souvent, c'est quand même plus ludique qu'un test de positionnement. Alors, ça reste un test sur informatique, hein, donc pour oui, des gens qui sont vraiment donc, c'est un peu le bémol parfois sur des publics adultes. mm, Il faut voilà, s'assurer que la personne sait utiliser le numérique un minimum. Mais c'est souvent un test qui est perçu de manière positive parce que justement, alors bon, évidemment, hein, c'est un test de positionnement, on n'est pas vraiment devant une console de jeu en train de jouer à FIFA, hein, mais oui, bien sûr. l'idée, c'est quand même de se rapprocher de quelque chose de plus ludique et qui va se rapprocher du monde professionnel ou de la vie personnelle plutôt que purement scolaire, quoi. Donc en général, nous, les retours qu'on a souvent terrain, c'est que c'est quand même un test souvent qui est plutôt bien vécu par le public, qu'il soit Oui, oui, jeune on n'a pas de ou retour, on adulte. n'a pas de retour négatif de nos jeunes sur la passation, au niveau de la passation du test, quoi. Après, là, cette année, on avait fait le choix de faire le positionnement complet. Donc, du coup, ça faisait un peu plus d'une heure de passation pour certains. Ouais, c'est Et ça, c'était compétences simple, transversales et compétences de oui. base, ouais. Alors, c'est les compétences transversales, le fait qu'elles soient pointées, c'est quand même très intéressant parce que ça nous donne des points d'appui, en fait, sur l'accompagnement après. Mais c'est vrai que le complet, c'est peut-être un peu long, donc on va réfléchir différemment pour la rentrée prochaine. Ouais, 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 c'est Voilà. ça. C'est que ça permet effectivement de remobiliser la personne, d'être dans le positif, etc. Mais oui, on va dire le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, les passations sont plus longues. Donc, il faut voir si effectivement c'est vraiment pertinent ou si vous pouvez vous en passer, quoi. Ça, c'est Oui, pour ça que je disais pendant la présentation, Eva, on est vraiment sur on va dire un outil qui permet à multiples tiroirs, quoi, et qui permet vraiment de piocher ce qui vous semble le plus pertinent. Et peut-être que d'ailleurs, Hélène, vous pourrez vous dire peut-être plus tard que pour certains groupes, eh ben, le positionnement complet, c'est pertinent, j'en sais rien, par exemple pour les plus jeunes, parce que c'est important de leur montrer du oui, positif, et que par exemple pour d'autres publics, eh ben, c'est peut-être moins important et qu'on peut que se focaliser sur les compétences de base, quoi. Enfin, oui. Alors après, moi, je trouve que quand même que les compétences transversales, c'est quand même intéressant de les faire passer. Mais comme vous disiez tout à l'heure, l'effet entonnoir, en fait, de faire passer le prépositionnement à tout le monde, peut-être que ça serait plus pertinent. Et effectivement, le positionnement complet, enfin le parcours complet n'a peut-être pas grand intérêt pour tous dès la semaine de la rentrée. Enfin, je sais pas, c'est une interrogation en fait qu'on a et on va y réfléchir pour la prochaine rentrée. Ok, super. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Hélène? Alors, je vois pas les questions du coup. Alors, il y a une question qui n'est pas spécifique à Hélène. Et moi, j'ai une question qui me vient en lien avec effectivement qu'est-ce qui est le plus adapté. Est-ce qu'on est sur le test complet ou uniquement le prépositionnement? J'ai compris, Gaëlle, que dans un mois à peu près, il y aurait un module numératie qui serait disponible Oui. d'une Alors, d'une Hélène, quand elle durée. dit le test complet, Hélène, quand elle dit le Oui, test complet, c'est le prépositionnement complet. d'accord. Voilà, c'est le prépositionnement complet. Oui, pardon. Mais avec les 30 minutes de compétences de base et les 30 minutes de compétences transversales et la rédaction écrite, etc., etc. Voilà. Mais le positionnement, aujourd'hui, on n'a que la littératie, on n'a pas encore la numératie. Et là, quand on va passer le positionnement complet juste français et maths, là, on sera sur 1 heure juste sur les compétences de base et auquel il faudra rajouter, si on veut, 30 minutes de compétences transversales. Donc là, on sera sur quelque chose d'encore plus long, quoi. Voilà. D'accord. Mais qui sera à la carte ou pas? Oui, 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 tout sera. Voilà, l'idée, c'est vraiment de garder à la carte. On pourra D'accord. d'ailleurs faire passer
si vous voulez, on pourra faire le prépositionnement, par exemple, de 30 minutes pour tout le monde. Et ensuite, s'il n'y a que des compétences, des difficultés qui sont repérées en mathématiques spécifiquement, on pourra passer le positionnement que sur les mathématiques, par exemple, ou à l'inverse, que sur le français et pas sur les mathématiques. Voilà, ça sera vraiment D'accord. aussi tout à fait modulable. Et pareil, de pouvoir choisir ou pas d'y intégrer les compétences transversales. Ok. Après, nous, ça, c'est un projet voilà, un petit peu plus lointain, plutôt dans l'année à venir. Mais c'est vrai qu'on va essayer, nous, au maximum, de pousser un raccourcissement du test de prépositionnement. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur 25-30 minutes hein, sur le français maths. D'essayer de le raccourcir encore plus pour être plutôt sur du 15 minutes pour permettre justement d'être un peu plus rapide et ensuite de pouvoir après explorer avec seulement ceux qui seront remontés en difficulté le positionnement du coup plus approfondi quoi. Mais on a bien conscience à Hélène que forcément quand on fait passer à tout le monde le temps de passation, eh ben on veut qu'il soit le plus court possible et voilà, donc ça, c'est une remontée qu'on a souvent. Voilà, il va falloir qu'on arrive à arbitrer entre rapidité et quand même avoir suffisamment de questions qui vont nous permettre voilà, de mesurer quand même le niveau. Donc voilà, en tout cas, c'est un de nos enjeux chantiers, on va dire, de 2025, c'est d'essayer de voir comment on pourrait raccourcir encore ce prépositionnement. Il y a une question qui a été posée par rapport au public adulte pour savoir si Eva a été adaptée. Et en tout cas, merci Hélène hein, pour votre témoignage. Vous restez avec nous, mais Merci. Moi, je vais. Je s'il y vous avait des remercie. questions. Oui, oui, Eva, enfin, Au il n'y a revoir. pas de problème en fait. Hein, ce que je disais sur le public adulte, Eva, il n'y a pas de voilà au revoir Hélène, de différence que ce soit jeune ou adulte. Ce qu'on retrouve parfois plus hein, sur le public adulte, ça va être parfois plus de difficultés avec l'outil numérique. Donc c'est ce warning-là à avoir. Et encore que sur les jeunes aussi, mais souvent quand même les jeunes, ils vont, même si parfois ils ont des difficultés avec l'ordinateur, ils vont avoir parfois plus de facilité avec le tactile, ce qui n'est pas toujours le cas des publics adultes parfois. Et donc voilà, c'est plus cette vigilance à avoir sur le public adulte, mais sinon ça fait pas de différence. C'est un outil qui est adapté. Même le fait qu'il y ait des jeux, voilà, un peu qui peuvent être un peu connotés univers enfant. En fait, ça se rapproche de Candy Crush si on regarde un petit peu les jeux avec les bonbons. Enfin, le public adulte ne le prend pas du tout comme, parce que ça en a fait pas mal d'études comme si c'était un peu infantilisant, mais pas du tout. Voilà. Donc ça passe aussi très bien auprès du public adulte, le fait que ce soit aussi gamifié sous forme de jeu. On a dépassé le temps. Oui, il est 14h36. Si vous avez des dernières questions, c'est vraiment maintenant qu'il faut les poser. Puis je pense qu'à 40, on va raccrocher quand même. Alors, non, j'ai Bon, l'impression qu'il après, n'y a pas eu de. des Il y a des remerciements. remerciements. Voilà. Donc, un grand merci, Gaëlle, pour toutes ces informations. Merci à Avec Hélène pour plaisir. son témoignage. Oui, merci Hélène. Alors, je ne vais pas spoiler peut-être d'autres collaborations, mais il se peut, si vous en ressentez le besoin, éventuellement qu'on vous propose d'autres webinaires autour d'EVA. Peut-être une partie plus pratique, prise en main de l'outil. Voilà, donc un webinaire qui serait plus court et plus opérationnel, essentiellement sur l'outillage, on irait dedans. Donc à voir si ça vous intéresse, quand on vous enverra peut-être le replay, le support, c'est une question qu'on peut vous poser. Et puis si on voit qu'on a beaucoup de volontaires, de partants, ben, on le mettra en place, si elle, vous en êtes bien sûr d'accord. Comme on vous l'a indiqué, replay, support, voilà, tout ça, ça sera transmis. On a bien vos coordonnées, voilà. Et pour le reste de l'actualité, de la programmation autour de l'illettrisme, l'électronisme,
À Ocapiat, n'hésitez pas à regarder régulièrement les newsletters, les pages d'actualité de notre site internet où vous pourrez retrouver près de chez vous ce qui s'y passe et puis aussi ce qu'on propose au national en visio. Bien sûr, on se retrouvera à l'occasion des JNAI, mais les JNAI, ça paraît loin, c'est en septembre prochain, donc d'ici là, on va créer plein d'occasions de se retrouver. Et merci encore pour votre participation et on reste à votre disposition si vous aviez des questions. Donc à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore.